Mon frère exige la moitié de ma prime pour sa famille. Mes parents me pressent d'accepter, me jugeant égoïste de refuser. Face à leur incompréhension, je pars. Leur appel nocturne révèle une prise de conscience tardive, mais il est trop tard pour moi. Je m'appelle Céleste Dubois. J'ai 33 ans. Et la nuit où mon frère a exigé la moitié de ma prime a été la nuit où j'ai enfin compris que ma famille n'avait jamais vu mon succès comme quelque chose que j'avais gagné. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils pouvaient diviser. J'étais arrivée au barbecue familial de fin d'été de mes parents, apportant le dessert, essayant d'agir normalement après l'année la plus difficile de ma carrière. Le genre d'année où je restais tard, manquais des week-ends, résolvais des problèmes que personne d'autre ne voulait toucher et avais enfin reçu une prime qui était comme une preuve que j'avais survécu. Je n'étais pas là pour me vanter. Je n'étais pas là pour rendre qui que ce soit jaloux. Je voulais juste un repas de famille paisible où une bonne nouvelle pourrait rester une bonne nouvelle. Mais avant même que j'aie fini de manger, mon frère m'a regardé de l'autre bout de la table et m'a dit que je devrais lui en donner la moitié parce qu'il avait des enfants. Et moi, non. Il l'a dit comme si ma vie était moins chère parce que je vivais seule. Ma mère n'a pas semblé choquée. Elle semblait préparée. Elle m'a dit que c'était ce que faisait la famille. Que j'étais censée aider. Mon père m'a regardé comme si j'avais déjà échoué à un test invisible et a dit que c'était incroyable à quel point j'étais devenue égoïste. Un instant, tout le monde a attendu que je m'excuse, que je m'adoucis, que j'explique pourquoi je méritais de garder l'argent que j'avais gagné. Mais quelque chose en moi s'est tué à la place. J'ai posé ma serviette, je me suis levée et j'ai dit, non, juste non. Ils ont pensé que j'en faisais trop quand je suis partie. Ils ont pensé que je monterais dans ma voiture, pleurerais, me sentirais coupable et reviendrais avant le dessert. Mais tard cette nuit-là, quand mon téléphone a commencé à sonner encore et encore, j'ai réalisé qu'ils n'appelaient pas parce qu'ils m'aimaient. Ils appelaient parce qu'ils avaient enfin découvert ce qui se passait quand j'arrêtais d'être leur fond d'urgence. La vérité était que ma prime n'était pas apparue de nulle part. Ce n'était pas de la chance et ce n'était pas une jolie surprise au travail qui m'était tombée dessus pendant que j'étais confortablement assise à un bureau. Je travaillais comme analyste principal en logistique opérationnelle pour une entreprise de fourniture médicale à Lyon. Et l'année précédente ce barbecue m'avait presque anéanti. Les hôpitaux attendaient des équipements, les expéditions étaient retardées, les fournisseurs blâmaient les entrepôts blâmaient la météo, et tout le monde blâmait les opérations quand quelque chose n'arrivait pas à temps. J'étais la personne qui répondait aux appels à minuit, suivait des caisses de fournitures chirurgicales à travers 3 régions, et mangeait des plats à emporter froids sur le comptoir de ma cuisine parce qu'une nouvelle urgence devait être réglée avant le matin. Alors, quand ma responsable m'a dit que je recevais une prime de performance pour avoir aidé à sauver l'un de nos plus gros comptes hospitaliers, j'ai pleuré dans ma voiture, non pas parce que j'étais soudainement riche, mais parce que pour une fois, le sacrifice avait un chiffre attaché. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas en parler à ma famille. Mais l'espoir rend les gens insouciants. J'en ai parlé à ma mère, Corinne Dubois, lors d'un appel téléphonique parce que je voulais entendre de la fierté dans sa voix. Elle a marqué une pause, puis a dit, « Eh bien, ça doit être sympa. » C'était tout. Mon père, Philippe Dubois, avait toujours cru que la lutte était plus respectable quand elle appartenait à un homme. Si mon frère Kevin était épuisé, il portait une famille. Si j'étais épuisée, j'étais dramatique. Kevin avait 38 ans, était marié à Ambre et avait 3 enfants. Il dirigeait une petite entreprise d'entretien paysager et de transport qui semblait toujours à une bonne saison du succès, et à une mauvaise décision de l'effondrement. Chaque réunion de famille venait avec une nouvelle crise. Une réparation de camion, un paiement d'assurance en retard, un client qui n'avait pas encore payé, une dépense scolaire pour les enfants, et d'une manière ou d'une autre, chaque crise se terminait avec quelqu'un qui me regardait. Au début, j'aidais parce que je les aimais. J'ai payé les pneus de camion une fois. J'ai couvert une facture de service public après que maman ait dit qu'Ambre était gênée de demander. J'ai envoyé de l'argent pour des courses un Noël parce que papa avait dit, « Ton frère a plus de bouche à nourrir. » Mais l'aide se transforme en attente quand personne n'est reconnaissant. Kevin me remboursait rarement. Et quand je demandais, il agissait comme s'il était blessé. Maman disait, « En as-tu vraiment besoin en ce moment ?
Papa marmonnait, la famille ne garde pas les reçus. Le plus étrange, c'est que je n'étais jamais autorisée à être fatiguée. Je vivais seule dans un appartement d'une chambre près du centre-ville de Lyon, alors tout le monde traitait ma vie comme un espace vide qu'ils pouvaient remplir de leurs besoins. Si je m'achetais un bon manteau, maman disait, ça doit être sympa de ne pas avoir d'enfant. Si je partais en week-end, Kevin plaisantait, certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Au moment du barbecue familial, je savais déjà que maman avait parlé de la prime à Kevin. Elle m'avait invité 2 fois au barbecue, ce qui était inhabituel. La deuxième fois, elle avait ajouté, et essaie de ne pas venir les mains vides. Kevin et Ambre ont eu un mois difficile. J'ai entendu l'avertissement dans la demande. Pourtant, j'y suis allée. Je me suis dit que c'était juste des travers de porc dans le jardin, du football à la télé, des enfants courant dans l'herbe, des assiettes en carton et des bavardages familiaux. Quand je suis arrivée dans l'allée de mes parents cet après-midi-là, le camion de Kevin était garé de travers près du garage avec une nouvelle garniture chromée que je n'avais jamais vue auparavant. Tout semblait normal. C'était le danger. Dans ma famille, les pires conversations ne commençaient jamais par des cris. Elles commençaient par des sourires qui attendaient le bon moment pour s'aiguiser. Pendant la première heure, personne n'a prononcé le mot « prime ». Cela a presque rendu les choses pires. Je pouvais le sentir flotter dans l'air, passant de personne en personne, comme un secret que tout le monde connaissait sauf la personne qu'il prévoyait de piéger. Maman continuait à poser des questions sur le travail d'une voix qui semblait désinvolte mais atterrissait trop soigneusement. Papa continuait à parler du coup de tout. Kevin ne cessait de faire des commentaires sur le fait que les familles avaient besoin de soutien de nos jours, surtout les familles avec de jeunes enfants. Ambre restait plus silencieuse que d'habitude, aidant les enfants avec des assiettes et des boîtes de jus. Et je me souviens avoir pensé qu'elle ressemblait à quelqu'un qui savait qu'une tempête arrivait mais ne savait pas où la foudre frapperait. Nous étions assis dehors à la longue table du patio après que papa ait fini de griller. Il y avait des travers de porc, du maïs, des haricots au four, de la salade de pommes de terre, et cette joie forcée des fêtes que les familles utilisent quand elles veulent faire comme si le passé n'était pas assis à table avec elles. Je gardais mes réponses courtes. Le travail allait bien. L'appartement allait bien. Non, je ne sortais avec personne. Sérieusement. Oui, le compte de l'hôpital s'était bien passé. Kevin s'est adossé à sa chaise et a essuyé de la sauce barbecue de son pouce. Alors, c'est le gros projet, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Celui qui, selon maman, t'a valu cette prime ? Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de mon assiette. Maman a baissé les yeux trop vite. Papa a bu une gorgée de thé glacé et n'a rien dit. J'ai regardé Kevin et j'ai dit, c'était une prime de performance. Oui. Kevin a hoché la tête lentement comme s'il prétendait considérer quelque chose. Bien, alors tu peux aider ? J'ai demandé, aider avec quoi ? Il a posé ses 2 bras sur la table et a dit, la moitié. Le patio est devenu silencieux à part un des enfants qui riait près de la clôture. J'ai cligné des yeux. La moitié de quoi ? Il a semblé agacé que je le fasse dire. La moitié de ta prime, Céleste. J'ai une famille. Toi non. Les mots sont tombés calmement, ce qui les a en quelque sorte rendus pires, comme si ma vie venait d'être pesée et jugée moins chère que la sienne. J'ai regardé maman. Elle n'a pas semblé surprise. Elle semblait prête. Céleste, a-t-elle dit doucement. Ton frère a 3 enfants. Tu es en position d'aider. C'est ce que fait la famille. Papa a posé son verre avec force. Personne ne dit que tu ne travailles pas dur, mais tu dois penser au-delà de toi-même pour une fois. Pour une fois. J'ai pensé aux pneus, aux courses, aux factures, aux cadeaux d'anniversaire pour les enfants qui étaient en quelque sorte devenus des nécessités parce que Kevin et Ambre étaient à court ce mois-là. Kevin s'est penché en avant, encouragé par leur soutien. Écoute, je n'essaie pas d'être un salaud, a-t-il dit, utilisant le ton exact que les gens utilisent quand ils sont sur le point d'en être un. Mais tu rentres dans un appartement silencieux. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir des bouches à nourrir. J'ai dit, tu demandes des milliers d'euros. Il a haussé les épaules.
Je demande à ma sœur d'agir comme une sœur. Maman a tendu le bras sur la table et a touché mon poignet. Cela semblait aimant de loin, mais ses doigts ont appuyé comme un avertissement. Ne rends pas ça moche, a-t-elle dit. Ton frère est sous stress. J'ai retiré ma main. Je suis aussi sous stress. Papa a ricané. De quoi, un email? Kevin a laissé échapper un petit rire, pas fort, juste assez pour me faire comprendre que les rôles avaient déjà été assignés. Kevin était le père en difficulté. Maman était le juge moral. Papa était l'exécuteur. Et j'étais la fille égoïste qui devait être corrigée en public. Quelque chose en moi s'est figé. J'ai regardé Kevin et j'ai demandé, est-ce une requête ou une exigence? Il m'a regardé fixement. C'est du bon sens. J'ai hoché la tête une fois. Alors ma réponse est non. Le visage de maman s'est tendu. La chaise de papa a raclé sur le patio. Incroyable, a-t-il claqué. Tu ne penses vraiment qu'à toi. Kevin a jeté sa serviette. Tu as une prime et soudain, tu es meilleur que tout le monde. Je me suis levé lentement. Non, ai-je dit. Je ne suis meilleur que personne, mais ma prime n'est pas une propriété familiale. Maman a sifflé, assieds-toi. Les voisins peuvent t'entendre. Tant mieux, ai-je dit en prenant mon sac à main. Peut-être qu'ils devraient entendre la partie où votre fils a exigé la moitié de mon salaire au dîner. Papa a pointé la chaise du doigt comme si j'avais encore 16 ans. Ne pars pas pendant que je te parle. Je l'ai regardé et pour la première fois, ce ton ne m'a pas tenu. J'ai passé des années à payer pour la paix dans cette famille, ai-je dit. J'ai fini d'acheter ça. Puis j'ai traversé la maison, dépassant les photos de famille encadrées où j'étais toujours un peu sur le côté, et j'ai franchi la porte d'entrée. L'air extérieur était chaud, mais j'avais froid partout. Pas un froid de peur, un froid éveillé. J'étais à mi-chemin de l'allée quand la porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Céleste, arrête, a appelé maman. Elle ne semblait pas inquiète. Elle semblait gênée. Kevin est sorti derrière elle, en colère maintenant que sa performance à table n'avait pas fonctionné. Papa a suivi en dernier, plus lentement, comme s'il voulait que tout le monde se souvienne qu'il était l'autorité finale. Je me suis retournée à côté de ma voiture. Kevin a écarté les mains. Tu vas vraiment partir pour de l'argent? J'ai failli sourire. Tu as exigé la moitié de ma prime et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui en fais une question d'argent. Maman a croisé les bras. Tu déformes les choses. Il a demandé de l'aide. Non, ai-je dit. Il a exigé un paiement pour avoir des enfants. Le visage de Kevin est devenu rouge. Ne parle pas de mes enfants comme ça. Alors arrête de les utiliser comme un reçu, ai-je dit. Papa s'est avancé. Surveille ton langage. Je l'ai regardé. Pourquoi? Kevin n'a pas eu à surveiller le sien quand il m'a dit que ma vie avait moins d'importance parce que je vivais seule. Les yeux de maman se sont rétrécis. Personne n'a dit ça. Il a dit exactement ça. Vous aimez juste assez le message pour le traduire en valeur familiale. Kevin a ri sans humour. Une prime et tu te prends pour une cadre? Non, ai-je dit. Je pense que je suis une adulte qui a gagné son argent. Il a fait un pas depuis le porche. Tu sais ce que coûte mon assurance? Tu sais ce que coûte l'équipement? Tu sais ce que coûtent 3 enfants? Oui, ai-je dit. Parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai aidé à payer pour tout ça. Ça l'a fait taire pendant une demi-seconde. J'ai continué avant qu'il ne puisse remplir le silence de culpabilité. J'ai payé les pneus de ton camion il y a 2 ans. J'ai couvert ton manque d'assurance l'hiver dernier. J'ai envoyé de l'argent pour les courses quand maman a dit que les enfants avaient besoin de nourriture, puis je t'ai vu poster une photo d'un nouvel écran plat la semaine suivante. J'ai aidé. Vous appelez ça rien parce que j'ai finalement dit non. Maman a détourné le regard. La mâchoire de papa travaillait comme s'il voulait argumenter mais ne pouvait pas choisir quel mensonge utiliser en premier. Kevin m'a pointé du doigt. Tenir les comptes avec la famille est mesquin. Non, ai-je dit.
Prendre de l'argent et faire comme si de rien n'était mesquin. La voix de maman s'est aiguisée. Ce n'est pas qui tu es, Céleste. Cette phrase m'avait contrôlée pendant des années. Cela signifiait que je n'étais pas assez utile. Cela signifiait que j'étais sortie du personnage qu'ils avaient écrit pour moi. J'ai ouvert la portière de ma voiture, puis je me suis arrêtée. Il y avait encore une chose. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai fait défiler jusqu'au virement récurrent et j'ai trouvé les 400 € que j'envoyais chaque mois pour l'assurance du camion commercial de Kevin parce qu'il avait juré que ce n'était que jusqu'au printemps. Nous étions en septembre. J'ai appuyé sur Annuler. Un petit bouton, un clic silencieux, une corde coupée. Kevin a vu l'écran et a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à une aide temporaire qui est en quelque sorte devenue permanente. Son visage a changé. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paiement de ton assurance est maintenant ta responsabilité. Maman a halté. Céleste, ça affecte son entreprise. Je l'ai regardé. Alors il n'aurait pas dû construire le budget de son entreprise autour de mon silence. La voix de papa est devenue basse. Tu vas créer un vrai problème. Non, ai-je dit. Je vais arrêter d'en résoudre un. Pour la première fois cette nuit-là, Kevin a semblé mal à l'aise. Je suis montée dans ma voiture. Maman parlait toujours, papa avertissait toujours, et Kevin me traitait toujours d'égoïste, mais leurs voix sont devenues étouffées quand j'ai fermé la portière. J'ai roulé pendant 10 minutes avant de me garer sur le parking d'une pharmacie fermée près de l'autoroute. Puis mon téléphone a vibré. C'était Daniel Lefebvre, ma meilleure amie et la seule personne qui en savait assez sur ma famille pour ne jamais dire « mais ils sont bien intentionnés ». J'ai répondu et avant que je ne dise bonjour, elle a demandé « tu es en sécurité ?» J'ai fermé les yeux. Je suis partie. Bien, a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté. Daniel est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, Céleste, écoute attentivement. S'ils se sont sentis suffisamment en droit d'exiger la moitié de ta prime devant tout le monde, tu dois vérifier à quoi d'autre ils pensent avoir droit. J'ai froncé les sourcils devant le pare-brise. Qu'est-ce que ça veut dire? Daniel travaillait autrefois dans la prévention de la fraude dans une caisse de crédit, et quand elle devenait sérieuse, elle sonnait comme quelqu'un qui lisait un dossier que personne d'autre ne voulait ouvrir. Compte bancaire, abonnement, forfait partagé, enquête de crédit, tout ce qui porte ton nom. J'ai failli dire qu'il ne ferait jamais ça, mais les mots sont morts avant d'atteindre ma bouche parce que je me suis souvenu de maman demandant une copie d'un ancien formulaire fiscal le printemps dernier. Je me suis souvenu de Kevin ayant besoin de mon nom légal complet et de ma date de naissance pour un formulaire familial. Je me suis souvenu de papa claquant que j'étais paranoïaque quand j'ai demandé pourquoi il avait encore mes documents dans le classeur. Daniel a entendu mon silence. Rentre chez toi, a-t-elle dit. Vérifie tout ce soir. Au moment où j'ai atteint mon appartement, mon téléphone avait 17 appels manqués. 6 de maman, 4 de papa, 7 de Kevin. Il y avait aussi des SMS, mais je ne les ai pas encore ouverts. Je connaissais le rythme. D'abord, il serait en colère, puis blessé, puis effrayé pour les enfants. Ensuite, il m'accuserait de détruire la famille. J'avais été entraînée pendant des années à réagir quelque part entre la culpabilité et la reddition. Cette nuit-là, j'ai posé le téléphone face cachée et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Mon appartement était silencieux d'une manière que la maison de mes parents ne l'était jamais. Pas de cris du porche, pas d'enfants qui pleurent en arrière-plan, pas de télévision couvrant des conversations que personne ne voulait avoir. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et ma propre respiration alors que je commençais par mes relevés bancaires. Au début, c'était exactement ce à quoi je m'attendais et pourtant toujours exaspérant. Le virement récurrent de 400 € pour l'assurance du camion de Kevin, un complément de forfait téléphonique familial que j'avais accepté de couvrir pendant 3 mois et que j'avais ensuite oublié parce que maman ne cessait de dire qu'ils étaient presque à jour. Un forfait de streaming lié à mon email qui avait évolué vers des chaînes premium que je ne regardais jamais. De petites choses, faciles à manquer, faciles à expliquer. C'était comme ça qu'ils vous piégeaient.
Pas toujours avec un vol géant, mais avec de petites fuites jusqu'à ce que votre propre vie commence à perdre de la pression. J'ai annulé ce que je pouvais, changé les mots de passe, supprimé les méthodes de paiement enregistrées et fait une liste. Ensuite, j'ai cherché le nom de l'entreprise de Kevin dans mes emails. Rien. J'ai cherché mon ancienne adresse. Quelques choses inoffensives sont apparues. Puis j'ai cherché mon nom légal complet. C'est là que j'ai trouvé l'email. Il venait d'une caisse de crédit régionale que Kevin avait mentionnée une fois en parlant de prêts commerciaux. L'objet disait « Demande de prêt pour véhicule commercial en attente de vérification ». Mon estomac s'est serré avant que je ne clique. Le message faisait référence à un financement lié à un camion commercial et à des équipements de transport. Puis j'ai vu la phrase qui a fait basculer la pièce. Information du garant. Mon nom, mon email, une ancienne adresse qui n'était plus la mienne depuis des années. Quelqu'un m'avait mise comme garantie financière pour le prêt de l'entreprise de Kevin. Pas comme référence, pas comme sœur, mais comme quelqu'un dont le crédit pouvait rendre son risque plus sûr. J'ai entendu la voix de Daniel dans ma tête. Vérifie tout ce soir. J'ai ouvert mon compte de surveillance de crédit. Elle était là. Une demande de crédit récente de la même caisse de crédit. Pas un dommage énorme, mais bien réel. Assez réel pour m'affecter. Assez réel pour prouver que ce dîner n'avait pas seulement été une question de la moitié de ma prime. Ce dîner avait été une pression. Une tentative publique de me faire honte pour que j'accepte un sauvetage familial avant que je ne découvre le plan plus vaste. Soudain, toute la soirée s'est réorganisée dans mon esprit. La confiance de Kevin. Le discours préparé de maman. La colère de papa quand j'ai dit non. Ils n'avaient pas été choqués par mon refus parce qu'ils attendaient de la gentillesse. Ils étaient paniqués parce qu'ils avaient besoin d'accès. J'ai rappelé Daniel et j'ai dit qu'ils avaient utilisé mes informations. Elle n'a pas halté. Cela m'a plus effrayée que si elle l'avait fait. Que as-tu trouvé ? A-t-elle demandé. Je lui ai parlé de la demande, du langage du garant, de l'ancienne adresse. La voix de Daniel est devenue stable. Bloque ton crédit. Fais des captures d'écran de tout. Ne supprime pas les messages. Ne discute pas au téléphone avant d'envoyer une limite écrite. J'ai fait ce qu'elle a dit. J'ai bloqué mon crédit, changé mon mot de passe email, changé les mots de passe bancaire, activé la vérification supplémentaire et supprimé ma carte de tous les services partagés. Chaque clic me rendait plus en colère, mais la colère était utile maintenant. C'était le genre qui vous rend précis. Après cela, j'ai ouvert les SMS. Maman avait écrit, « Tu as embarrassé ton frère devant ses enfants. » Papa avait écrit, « Ne prends pas de décision quand tu es émotive. » Kevin avait écrit, « Tu as prouvé exactement qui tu es. » J'ai regardé celui-ci longtemps. Puis j'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai tapé lentement. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas expliqué mes sentiments. Je l'ai rendu suffisamment clair pour être transmis à un avocat si nécessaire. Ma prime n'est pas une propriété familiale. Mes revenus ne sont pas ouverts à la discussion ou à la division. J'ai annulé tout soutien financier récurrent lié au foyer et à l'entreprise de Kevin. J'ai également trouvé une enquête de crédit liée à un prêt pour véhicule commercial où mes informations apparaissent sans mon consentement. Personne n'a la permission d'utiliser mon nom, mon adresse, mon numéro de sécurité sociale, mon crédit, mon email ou mon historique financier pour un compte, un prêt, un service ou une demande. Si quelque chose existe avec mon nom attaché, cela doit être retiré immédiatement et confirmé par écrit. Si cette limite est ignorée, je prendrai des mesures formelles pour me protéger. Je l'ai lu 2 fois. L'ancienne Céleste a murmuré que c'était trop dur. Puis j'ai regardé l'enquête de crédit à nouveau, et l'ancienne Céleste s'est tue. J'ai appuyé sur envoyer. Pendant presque 1 minute entière. Rien ne s'est passé. Puis mon téléphone a explosé. Kevin a appelé en premier, puis maman, puis papa. Des bulles de texte sont apparues et ont disparu comme s'ils essayaient tous de trouver la bonne version de l'innocence. Je n'ai pas répondu.
J'ai plutôt envoyé un email à la caisse de crédit, disant que je n'avais autorisé aucune enquête, application, rôle de garant ou utilisation de mes informations liées à Kevin Dubois ou à son entreprise. Quelques minutes plus tard, Kevin a laissé un message vocal. Sa voix n'était plus en colère. Elle était effrayée. Céleste, appelle-moi tout de suite. Tu ne comprends pas ce que tu viens de faire. Je me suis penchée en arrière, le cœur battant. Mais je comprenais parfaitement. Je n'avais pas détruit son plan. J'avais simplement cessé de laisser mon nom le soutenir. Les appels ont duré presque 1 heure avant que je ne réponde. Non pas parce que je voulais les entendre, mais parce que je voulais la vérité directement de la bouche de Kevin. J'ai appuyé sur accepter et je n'ai rien dit. Kevin a commencé immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait? La caisse de crédit m'a appelé. Ils ont gelé l'examen. Ils ont dit qu'il y avait un litige. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise et j'ai gardé ma voix neutre. Parce que je l'ai contesté. Pourquoi ferais-tu ça, a-t-il claqué. Parce que je ne l'ai pas autorisé. Il y a eu une pause. Et dans cette pause, j'ai entendu d'autres voix. Maman et papa étaient avec lui. Bien sûr qu'ils l'étaient. Ils avaient probablement formé un comité de crise dès que j'avais cessé d'être utile. Papa est venu ensuite. Céleste, ça a dégénéré. J'ai failli rire. Non, papa. Ça a dégénéré quand mes informations ont été utilisées sans permission. Personne n'a rien utilisé, a-t-il dit trop vite. C'était juste pour voir à quoi ressembleraient les chiffres. Alors, tu savais. Une autre pause. Plus longue cette fois. La voix de maman a flotté. Tremblante mais défensive. Ton frère était sous pression. Il avait une chance d'obtenir un gros contrat et il avait besoin du camion pour que ça marche. Nous avons pensé que puisque tu as un bon crédit et aucune personne à charge, ça ne ferait pas de mal de te lister pour l'examen initial. Même dans une confession, ils ont trouvé un moyen de faire sonner ma vie vide. Vous vous êtes trompé, ai-je dit. Kevin a repris le téléphone. Ce n'était pas définitif. Arrête d'agir comme si j'avais volé ton identité. Ai-je donné ma permission? Ce n'est pas le propos. C'est le seul propos. Il a expiré fortement. Tu ne comprends pas les affaires. Je comprends le consentement. Papa a coupé, d'une voix dure et familière. Ne parle pas à ton frère comme s'il était un criminel. J'ai regardé le dossier sur mon ordinateur portable rempli de captures d'écran, de mets et de preuves. Alors il devrait arrêter d'agir comme si ma signature était une ressource familiale. Maman a commencé à pleurer doucement et il y a longtemps, ce son m'aurait tiré hors de moi-même. Mais cette fois, j'ai remarqué que ces larmes ne venaient qu'après qu'ils aient été pris. Pas quand Kevin a exigé mon argent. Pas quand papa m'a traité d'égoïste. Seulement maintenant, quand les conséquences sont entrées dans la pièce. Céleste, a-t-elle dit, s'il te plaît, ne gâche pas ça pour lui. Les enfants ont besoin de stabilité. Alors Kevin devrait arrêter de faire des choix instables. Kevin a crié quelque chose en arrière-plan. Papa lui a dit de se calmer. Finalement, Kevin a dit plus calmement, si ce prêt ne passe pas demain, je perds la réservation de l'équipement. Si je perds le camion, je perds le contrat du complexe d'appartements. Ce contrat pourrait tout changer pour nous. Alors tu aurais dû construire la demande sur ton propre crédit et ta propre honnêteté. J'allais te demander. Non, ai-je dit. Tu allais me faire pression au dîner jusqu'à ce que je me sente trop coupable pour dire non. Il n'a pas nié. Papa a essayé de le sauver. Il a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est écrire le mauvais numéro de téléphone, ai-je dit. C'était utiliser des informations privées pour une demande financière. Maman a murmuré, nous sommes toujours ta famille. Alors agissez comme tel. Personne n'a parlé. J'ai continué lentement. Voici ce qui va se passer ensuite. Kevin contactera la caisse de crédit le matin et retirera tout ce qui inclut mon nom ou mes informations. Il m'enverra une confirmation écrite.
Vous et maman confirmerez par écrit que vous ne partagerez, ne stockerez ni n'utiliserez à nouveau aucun de mes documents personnels. Kevin supprimera tout ce qu'il a avec mon numéro de sécurité sociale, mes anciens formulaires fiscaux ou mes détails financiers. Et si je trouve mon nom lié à autre chose, je le signalerai officiellement. Kevin a ricané, mais c'est sorti faible. Tu ferais vraiment ça à ton propre frère? Tu as déjà fait quelque chose à ta propre sœur. Ça l'a fait taire. Papa a soupiré. Tu nous traites comme des étrangers. Non, ai-je répondu. Je vous traite comme des adultes responsables de ce que vous faites. La voix de Kevin a changé. Puis il a cessé de crier. Céleste, s'il te plaît, juste cette fois. Si le contrat passe, je peux rembourser les choses. Je peux arranger ça. C'était la chose la plus honnête qu'il ait dite de toute la nuit, et cela l'a presque rendue dangereuse. Il y avait une version de moi qui voulait le croire. Mais ensuite, je me suis souvenu de son visage à table quand il a dit qu'il avait des enfants, et moi non. Je me suis souvenu de la main de maman appuyant sur mon poignet. Je me suis souvenu de papa m'appelant égoïste pour avoir protégé ce que j'avais gagné. Non, ai-je dit. Je n'attacherai pas mon avenir à ta promesse. Sa respiration a changé. Alors c'est ça. Tu vas me laisser tout perdre. Non, Kevin. Je vais te laisser expérimenter ce que tu as construit sans m'utiliser comme échafaudage. Papa a claqué. C'est cruel. Cruel, c'était vous tous qui décidiez que ma vie était moins importante parce qu'elle était plus calme. Personne n'a eu de réponse. L'appel s'est terminé avec Kevin disant qu'il enverrait la preuve et papa marmonnant que j'avais changé. Vers minuit, un email est arrivé de la caisse de crédit confirmant qu'ils avaient signalé la demande et mis en pause tout examen impliquant mes informations. 15 minutes plus tard, Kevin a envoyé un SMS en une phrase. Tu as eu ce que tu voulais. J'ai répondu, non, j'ai récupéré mon nom. Il n'a pas répondu. Pour la première fois de toute la nuit, le téléphone est resté silencieux. Les semaines suivantes n'ont pas été paisibles, mais elles ont été révélatrices. Les gens vous montrent qui ils sont lorsque les anciennes méthodes cessent de fonctionner. Maman a d'abord essayé la culpabilité. Elle a envoyé de longs messages sur la façon dont elle était blessée, sur la façon dont la famille ne devrait pas gérer les conflits par des menaces, et sur la façon dont j'avais tout rendu froid. Papa a essayé l'autorité. Il m'a dit que je devais venir parler comme une adulte, ce qui dans notre famille signifiait le laisser m'interrompre jusqu'à ce que je me rende. Kevin a essayé toutes les versions de lui-même. Kevin en colère a dit que j'avais saboté son entreprise. Kevin triste a dit qu'il se noyait et que personne ne s'en souciait. Kevin le frère a envoyé une vieille photo de nos enfants avec le message « Tu me manques quand tu m'aimais vraiment ». Je n'ai pas répondu à la manipulation. J'ai répondu uniquement aux faits. Avait-il retiré la demande? Avait-il supprimé mes informations? Maman et papa avaient-ils encore des copies de mes documents? La caisse de crédit avait-elle confirmé la suppression? C'était tout. Ambre m'a appelé 4 jours après le barbecue. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Sa voix était calme. Céleste, Kevin t'a-t-il mise sur ce pressant demandé? Je lui ai dit la vérité. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, il m'a dit que tu avais proposé. Cela m'a fait plus mal que prévu. Non pas parce que Kevin a menti. Je m'y attendais, mais parce que j'ai réalisé combien de personnes avaient probablement reçu une version de moi qui rendait leur comportement raisonnable. Ambre s'est excusée, pas de manière dramatique, pas avec des excuses. Elle a juste dit, je suis désolée. C'était mal. C'était la première excuse sincère que j'avais reçue. Après cela, les choses ont évolué rapidement. Sans mon crédit, Kevin ne s'est pas qualifié à temps pour le forfait camion et équipement. Sans le camion, il a perdu le contrat du complexe d'appartements dont il se vantait. Cela n'a pas détruit sa vie, quoi qu'il ait dit aux gens. Mais cela a détruit le fantasme que tout le monde devait absorber le coût de ses choix. Ambre l'a fait vendre un quat qu'il utilisait à peine.
Il a pris des quarts de travail le week-end dans un magasin de bricolage tout en gardant les clients qu'il avait déjà. Il détestait ça, bien sûr, parce que la responsabilité semble toujours insultante pour les gens habitués au sauvetage. 3 semaines plus tard, j'ai accepté de rencontrer mes parents et Kevin dans un restaurant à Lyon. Pas chez eux, pas dans le jardin de papa, un lieu public à midi avec ma propre voiture garée près de la sortie. Daniel m'a dit de ne pas y aller en espérant qu'ils deviendraient de nouvelles personnes. Vas-y en sachant qui tu es, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Kevin semblait épuisé quand je suis arrivée. Maman semblait nerveuse. Papa semblait irrité, ce qui était sa version de la peur. J'ai posé un dossier sur la table. Papa a immédiatement dit, est-ce nécessaire? J'ai dit, oui. J'avais imprimé l'email de la caisse de crédit, l'alerte de demande, les paiements annulés et une simple liste de limites. Pas de prêt d'argent, pas de compte partagé, pas d'utilisation de mes informations, pas de conversation financière lors d'événements familiaux, pas de me traiter d'égoïste parce que je refusais de financer les choix d'un autre adulte. Kevin a regardé le dossier comme s'il l'offensait. Tu es venu préparer pour le tribunal? Non, ai-je dit. Je suis venu préparer pour une famille qui réécrit les conversations. Maman a tressailli. Papa a ouvert la bouche, mais j'ai levé une main. Je ne suis pas ici pour débattre si j'ai été blessé. Je suis ici pour expliquer à quoi ressemble l'accès à moi désormais. Kevin s'est penché en arrière. L'accès à toi. Écoute ça. Je l'ai regardé. Oui, l'accès. Mon temps, mon argent, mon crédit, ma paix. Rien de tout cela n'est automatique désormais. Pour une fois, il n'a pas eu de réponse rapide. Maman a baissé les yeux vers ses mains et a dit, je pensais que l'aider signifiait protéger la famille. Vous l'avez protégé des conséquences, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Papa s'est frotté le visage. Nous n'aurions pas dû le laisser utiliser tes informations. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était la première fois qu'il admettait la phrase à voix haute. Kevin a marmonné, j'ai dit que j'étais désolée. Je me suis tournée vers lui. Non, tu as dit que tu étais désolée que ça devienne un problème. Son visage s'est durci, puis s'est adouci. Peut-être parce qu'Ambre avait cessé de protéger sa fierté à la maison. Peut-être parce que l'horaire du magasin de bricolage lui apprenait ce que mes virements avaient caché. Il a détourné le regard et a dit, j'aurais dû demander. Et j'aurais dit non, ai-je répondu. C'est pourquoi tu n'as pas demandé. La table est devenue silencieuse. C'était la vérité assise avec nous et personne ne pouvait la pousser de la chaise. Nous n'avons pas fini avec des câlins. Nous ne sommes pas devenus une famille parfaite autour d'un café et de crêpes, mais nous avons fini avec des limites écrites, des suppressions confirmées, et la compréhension que si mon nom apparaissait à nouveau quelque part, je n'appellerais pas en premier. J'agirais. 2 mois plus tard, ma cote de crédit s'est rétablie après la demande. 6 mois plus tard, j'ai utilisé une partie de ma prime pour l'acompte d'un petit appartement avec la lumière du matin dans la cuisine et aucune urgence d'autrui cachée dans les murs. La première nuit que j'y ai dormi, j'ai réalisé quelque chose d'important. La paix n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste votre téléphone qui ne sonne pas. Parfois, c'est ouvrir votre application bancaire et ne voir que vos choix. Parfois, c'est savoir que l'amour ne vous oblige pas à devenir le filet de sécurité de quelqu'un d'autre pendant qu'il vous traite d'égoïste parce que vous avez des limites. Ce qui s'est passé avec Kevin m'a appris une leçon que j'aurais aimé que plus de gens apprennent plus tôt. La famille peut être un beau mot, mais entre de mauvaises mains, elle devient un outil. Une vraie famille ne mesure pas ta valeur par combien de toi-même tu donnes. L'amour véritable n'exige pas l'accès à ton salaire, ton crédit, ton avenir ou ton silence. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont une éducation. Elles apprennent aux gens comment te traiter et elles t'apprennent que ta propre vie vaut la peine d'être protégée. Je n'ai pas ruiné l'entreprise de mon frère. J'ai cessé de le laisser la construire sur moi. Et si cela faisait de moi une égoïste à leurs yeux, alors pour la première fois de ma vie, j'étais prête à ce qu'ils aient tort.